J'ose dire qu'aujourd'hui, vous allez apprécier particulièrement ce balado parce que j'ai une invitée très spéciale que je considère comme une amie. On se connaît depuis peu, mais il y a des gens qu'on rencontre et on se sent tout de suite lié à cette personne. Vous allez observer, vivez votre expérience, mais mon invitée d'aujourd'hui est une personne qui est bienveillante, qui est présente, chaleureuse et aussi extrêmement expérimentée. Elle s'appelle Elénie Catio. Elle est psychologue clinicienne, psychothérapeute et thérapeute en psychotraumatologie. Elénie, bienvenue. Merci Stéphane, c'est grand plaisir d'être avec toi ici et d'échanger sur le sujet des oser dire. Oui, exactement. Oser dire n'est pas toujours facile. Alors parfois la communication est facile, c'est fluide, ça se fait tout seul, et parfois c'est difficile. Comment tu vois ça? Qu'est-ce que tu expliques comme défi qu'on peut rencontrer en communication? C'est très très intéressant ton questionnement et je trouve magnifique le fait que tu touches les sujets, les problématiques autour de la communication. Parce que, comme je t'avais dit avant même le podcast, la communication pour moi c'est un autre chapitre dans notre personnalité. À savoir, il y a des fois où on guérit des choses dans des thérapies qu'on peut faire, nous, mais on ne sait pas communiquer. Et je me suis posé plusieurs fois la question, même à mon niveau personnel. Je me suis dit plusieurs fois, mais je n'arrive pas à communiquer vraiment ça que j'ai envie de communiquer, soit à mon environnement proche ou même au niveau professionnel. Et la réponse que, là, je vais tenter de répondre via mon Oui, expérience. Et au début, c'est très compliqué parce que prendre la parole, oser dire, c'est le premier moment de la vie. Et quand on a un bébé qui commence à verbaliser des petits mots, des petits syllabes, on est émerveillé, content. oui. Et on félicite, et même on descend à son niveau pour, avec les tons, les tonations, etc., pour justement renforcer cette parole qui sort. Et en passant les temps, les années, quand le bébé commence à avoir des phrases plus entières, là, il y a une autre observation à cette communication de l'extérieur. Déjà, l'adulte, il va entrer dans la correction des premiers mots et avec une intonation, c'est pas comme ça que tu t'as dit, c'est comme ça. On a tout de suite dans la demande de cet petit enfant de parler comme on attend nous, comme adultes. Et déjà, Exactement. le petit enfant, mais c'est intérieurement, ça commence à se poser des questions, comment je vais le dire, c'est naturel. On perd tout de suite la confiance. Un enfant, même si c'est insouciant, quand il voit maman ou papa qui lui dit, mais non, c'est pas comme ça, c'est comme ça, ou à l'école, ça va commencer à se dire, mais pour être aimé ou pour être estimé, il faut pas parler comme je parle, il faut que je prononce les mots ou mes phrases comme l'autre me demande. Et ajoute à ça aussi qu'un enfant, c'est pur, ça exprime ce qui vient en lui. Donc, ah, maman, la personne qui est là, elle n'est pas belle. Et là, ça me... Oui, Chut, 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 ne dis pas ça, c'est pas gentil. oui. Aussi, là, ça s'ajoute à ce que tu viens de mentionner. Et ça me renvoie à un cas d'une professeure actuellement adulte, cette femme, qu'elle trouvait tout compliqué dans sa vie. C'est prof de français. Alors,
Elle parle bien français, elle enseigne le français, etc. Au niveau syntaxe, grammaire, c'est très, très bien. Par contre, tout pour elle, c'était difficile à sa communication. Elle croyait que c'était pas assez. Tout ça qu'il disait, c'était pas à la hauteur de ça qu'il était attendu. Et justement, quand je travaillais avec elle, etc., à son accompagnement, elle est allée à un moment où elle avait très, très honte parce qu'elle avait dit, comme petite fille, spontanément, je t'aime pas à sa tante, je t'aime pas, tu es grosse. Et là, c'était la réaction de sa mère, tu es méchante, on ne parle pas comme ça, etc. Alors, elle avait gardé que si je vais communiquer, si j'ose dire ma vérité à l'autre, mais évidemment, je suis méchante. Alors, je ne suis pas aimée. Et si tu veux, c'était comme elle avait cristallisé toute cette souffrance en elle, ayant comme résultat, je ne vais jamais dire, exprimer ma contrariété. Alors, c'était trop marrant parce que quand quand elle était venue vers moi, je me rappelle qu'elle m'a dit, vous savez, je ne parle pas trop, je vais vous dire tout par écrit. Et j'étais surprise et j'ai dit, Ouais. mais on a un cadre de thérapie, nous sommes dans un cadre de thérapie, on doit mettre un valeur au mot que vous allez dire. Mais la première chose qu'elle m'avait dit, c'était ça. Après, évidemment, elle m'a parlé, elle a exprimé des choses. Mais tu imagines, le blocage, comment c'est apparu. Alors, je vais dire que dès notre première année, la communication, c'est assez, quelquefois, restrictive et privative. Et au début, dans notre communication, quand on est jeune, petit enfant ou même adolescent, encore plus, parce que c'est une autre période de développement assez importante dans la vie, on amène l'émotion. Et quelquefois, l'émotion dépasse notre message. Exact. La communication, normalement, et ça se passe typiquement, ça doit être comme un papier, c'est lisse. Pas, que je suis en colère avec toi, mais ma colère n'a pas dépassé mes mots. Juste j'ai compris et j'ai accepté mon ressenti colérique et moi, je te dis que je ne suis pas d'accord avec toi. L'émotion ne pousse pas le message. Lorsque l'émotion Voilà, pousse le message, on est en réaction. Et là, la voilà. réaction peut être forte. Si je suis en Ah colère, oui. mon ton de voix va monter, va accélérer, et là, je vais avoir des mots qui sont très, très durs envers mon interlocuteur. Alors, si tu veux, j'ai parlé de ça comme ça parce que j'ai j'ai essayé comme ça de donner une réponse à moi, à mon questionnement, mais comment je peux communiquer mieux ça que je vais dire. Et la première chose que je me suis dit, c'était, OK, Eleni, déjà, tu reconnais tes émotions, tes réactions émotionnelles à un discours de l'autre, mais tu, tu attends avant que tu prends la verbe, avant que je prononce le mot. J'attends un petit peu pour que je puisse dire, si je suis en colère, par exemple, que je puisse dire, OK, je ne suis pas d'accord, je respire, je laisse me traverser ma colère et je vais exprimer mon désaccord. Oui, mais ça, c'est arrivé plus tard, là. Quand tu es enfant, Ah oui, ah oui, quand j'étais enfant ou j'étais adolescent, soit ça partait très très fort, parce à mon époque, et comme je viens de pays comme la Grèce, la vie politique, les idéaux, la démocratie, etc., c'était là où on s'attachait vraiment beaucoup. Alors, si j'étais dans la normalité, c'était que j'étais différente de ça qui croyait politiquement correct mon père ou ma mère, etc. Justement parce que je voulais m'identifier à moi et au groupe qui me représentait à ce moment-là. Mais c'était dans les émotions. Mon nom, ma contrariété, c'était... Mais je vais dire aussi que c'est nécessaire
dans des étapes de vie, d'aller parler avec cette force, avec cette joie de, Être expressif, oui, oui, de mettre le corps et l'âme et l'esprit en unité pour aller. Je vais soutenir, je vais défendre mes valeurs. exactement. De mon côté, et vous allez comprendre pourquoi j'enseigne la communication, parce que les gens disent, ah ouais, mais toi, c'est facile pour toi communiquer. Attention. Moi, lorsque j'étais jeune, j'avais de la difficulté à exprimer verbalement, donc j'exprimais avec mes poings et ou en lançant quelque chose. Alors, l'anecdote est quand même assez particulière. Lorsque j'étais content, j'avais un cousin, moi j'habitais en Estrie, et mon cousin était à Montréal, ce qui est environ à 1h30. Et j'étais tellement content lorsqu'il arrivait à la maison que je lui lançais tous mes jouets. C'est comme ça que je l'accueillais. Alors lui avait peur de venir chez moi parce Évidemment. que, évidemment, ça l'agressait. Et moi, c'était ma façon d'exprimer ma joie. Oui, oui, tout à fait. Tu vois, c'est cette tension émotionnelle qui monte Et et je que sais pas ça peut quoi être, faire avec. Et je sais pas comment fonctionner avec ça. Donc, je la laisse s'exprimer de cette façon. Et ça s'apprend. mais C'est comme tu le disais tantôt, et je trouve ça important d'y revenir, c'est parce que j'ai encore des clients qui ont 30, 40, 50 ou même 60 ans et qui se laissent envahir par cette émotion et laissent l'émotion prendre le contrôle de leur communication. Et c'est ce que je leur enseigne parce que toi et moi, on a fait la même formation avec l'Institut for the Study of Peak oui, States. On apprend à observer l'émotion qui est là, à l'accueillir, à l'accepter. Moi, je suggère souvent à mes clients de respirer calmement en laissant cette émotion évoluer pour qu'elle se calme et qu'ensuite on puisse s'exprimer avec un ton posé pour avoir plus d'impact. oui, oui, oui. Ça, c'est très, très important. Et après, c'est ça que j'ai observé dans la communication, c'est que souvent, on est dans les jugements. Je veux dire, souvent, sans comprendre, on entre dans une communication conflictuelle. Et ça, on le voit sou- assez souvent dans la vie des couples. Et aussi au milieu professionnel, ça dépend là, pas autant, mais on peut le voir souvent, très très souvent dans la vie d'un couple, parce que les paroles de l'un va toucher l'autre comme une, va prendre l'autre, plutôt la parole de l'autre, comme une reproche. Comme Par un exemple, reproche, oui, par exemple, euh, j'ai, j'ai les besoins de douceur dans ma vie. OK? Et c'est le compagnon qui arrive chargé par sa journée. Alors, il va euh, amener à son discours une tonalité ou quelque chose qui va nous montrer qu'il c'est pas, qui n'est pas satisfait. Et cette attitude-là, cette parole-là va venir toucher quelque chose en nous. Et tout de suite, au lieu de, au lieu juste d'écouter l'autre, sans aller chercher qu'est-ce qui s'est fait du mal, ou etc., on va le prendre comme un jugement et on va entrer dans le défensif. Il peut dire, par exemple, euh, avec une intonation assez forte,
Ah, j'ai faim et c'est pas prêt encore. OK. Et la personne, l'autre qui était à la maison, soit disons elle avait préparé tout pour que ça soit prêt, mais elle n'a pas eu la reconnaissance qu'elle attendait. Alors, elle n'est pas restée juste à ça qu'il a dit l'autre. Réellement, il a dit, et voilà, j'ai faim, c'est pas encore prêt. Mais ça lui appartient. L'autre personne n'est pas justifiée pourquoi c'est pas prêt, et pourquoi. Alors, si on voit juste si on est à l'écoute de l'autre et on ne s'implique pas comme responsable de la satisfaction de l'autre, on ne va pas entrer dans le défensif. Oui, exact. On ne le prend Comme, pas sur soi. justement, Écouter pour comprendre la réalité de l'autre et non pour répondre. C'est souvent ce que je dis à mon client. Écoute pour comprendre. oui, N'écoute pas pour répondre. oui, L'important, c'est ce que l'autre te raconte, ce que ça te permet de comprendre sur l'autre et sur son histoire, mais sans le prendre sur toi. mais oui, c'est très, très important parce que c'est comme ça qu'on diminue les conflits dans notre communication avec les autres. Quand on ne se responsabilise pas pour quelque chose qu'ils vont dire qu'ils sont pas contents, mais ok, ils ont le droit de ne pas être contents. C'est très bien. Déjà qu'on écoute, c'est quelque chose correct. J'ai des clients qui se définissent comme hypersensibles et qui vont me dire, ah, moi, si quelqu'un me parle d'un moment difficile qu'il a vécu, c'est comme si je le vivais moi aussi, ça me bouleverse. Et moi, je dis souvent à la personne, pourquoi est-ce que tu embarques dans la problématique de l'autre? C'est Oui, toi qui décides, c'est toi qui décides. Tu peux simplement prendre une distance et être là pour l'autre, être bienveillant et empathique, mais sans t'approprier son problème. Parce que si je reviens à ce que tu as dit, ça ne m'appartient pas, ça appartient à l'autre. Alors la tristesse de l'autre appartient à l'autre. Pourquoi exact. est-ce que moi, je choisis de plonger dans cette tristesse? Alors ça, on voit ça souvent. Je ne sais pas si dans ta réalité, c'est quelque chose que tu observes. Ah oui, 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 oui. Tu sais, c'est comme quand on est dans la communication avec l'autre, on se responsabilise pour son bien-être. Mhm. Alors, c'est important de comprendre que quand on est en communication avec un autre et qu'on l'écoute, c'est déjà qu'on lui donne l'espace et le temps à être, à parler, à être écouté. Après, si cette personne est triste, mais évidemment, il y a une raison qui est triste. C'est, si on est amis, on peut porter notre point de vue, si on est proche, etc. Mais si on voit qu'on ne peut pas l'aider, si on voit que c'est son choix à ce moment de triste, parce qu'il résout quelque chose comme ça, mais il faut laisser le temps et juste être présent. C'est très, très important. C'est une autre sorte de communication, mais c'est important. C'est vraiment intéressant ce que tu mentionnes parce que lorsque j'embauche un coach et qu'il vit sa première expérience de coaching avec un client qui est triste ou qui n'est pas bien, ben souvent le coach veut trop en faire. Et je dis au coach, laisse l'espace, sois présent, sois Ok, bienveillant, ok. donne de l'espace à ton client pour qu'il puisse vivre ce qu'il a à vivre, ressentir ce qu'il a à ressentir. Ne le bouscule pas. Et souvent, lorsqu'ils appliquent cette approche, ils reçoivent en retour à la fin de la séance, alors qu'ils n'ont souvent rien fait, sauf d'être présents, ils reçoivent comme commentaire du client, ça m'a tellement fait de bien.
Mhm. Merci pour le coaching d'aujourd'hui. J'ai même un coach qui m'a dit, Stéphane, je pense que j'ai placé 4 ou 5 lignes dans le coaching d'1 heure. C'est tout. Et la personne m'a dit merci pour le coaching d'aujourd'hui. Je dis oui, parce que communiquer, c'est aussi ne rien dire avec les mots, Oui, mais être présent, être bienveillant. tu sais, dans mon cas, j'avais comme, quand je faisais mes études de psychologie et j'avais décidé de devenir thérapeute, j'ai commencé à faire une psychanalyse à moi, avec une psychanalyste. Hmm. À l'époque, c'était les cadres assez sévères, 3 fois au divan, derrière le psychanalyste. Et les seules choses que j'écoutais, c'était hum, hum. Et cette fameuse moi, ça m'énervait. Comme plusieurs, hein. Parce qu'on n'est pas, on a besoin. Mais après, j'ai compris que c'était cet espace qui me laissait d'entrer à mon silence, à tout ça que je disais, mais ça m'a donné la liberté aussi d'élaborer, de comprendre, d'analyser. Chose qu'on fait très très bien dans la thérapie psychanalytique. On a tout l'espace pour aller entrer dans le problème, de voir les associations, d'élaborer, d'analyser, de comprendre. Et pour cela, j'ai appris, même si c'était tellement inconfortable, d'être avec ce silence-là, et que quelquefois, il faut laisser l'espace. L'espace et le temps de ce silence, de, allez, là, je vais déposer ça. Ou de laisser aussi à l'autre de ne rien dire, le droit de ne rien dire. C'est aussi une communication, c'est vraiment important de pouvoir observer et ressentir comment l'autre veut communiquer. Tu sais, les adolescents, quelquefois, qui sont en souffrance, ils disent souvent, je ne sais pas. On pose des questions, je ne sais pas. La réponse est ça. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es triste? Je ne sais pas. Mais c'est tellement difficile d'aller voir cette passion qui ressent l'adolescent à lui-même, parce que l'adolescence, c'est une période où les conflits psychiques, c'est énorme. Et que justement, les jeunes ne savent pas, c'est laisse-moi tranquille d'élaborer ce qui m'arrive, de comprendre ce qui m'arrive. Mhm. Donne-moi l'espace. Oui, c'est très, très important. Et justement, dans notre société, on n'a pas l'espace, on n'a pas le temps. Je dirais même, on se bouscule soi-même Oui, et on bouscule les autres. Souvent, lorsque j'interviens en entreprise pour, par exemple, la gestion de réunions et que, avant d'enseigner, je suis observateur, c'est incroyable à quel point je leur dis, vous êtes en combat. Ce n'est pas une réunion dans laquelle vous communiquez avec bienveillance, vous êtes en combat. Et là, les gens me regardent, mais qu'est-ce que tu veux dire? Mais vous parlez un sur l'autre et c'est celui qui parle le plus fort qui réussit à se faire entendre. Les autres n'ont pas de place. Ceux qui sont un peu plus introvertis n'ont pas de possibilité de s'exprimer. oui. Alors on en est Et, là. et tu sais, c'est justement soit dans des entreprises, soit dans des cercles amicaux, on voit des personnes qui sont moins présentes parce qu'ils ont peur qu'ils vont rien dire intéressant. Il y a un auto-jugement pour des raisons X et Y. Et quand ils écoutent, par exemple, quelqu'un qui parle de la politique ou de l'histoire, etc., ils se disent même, ah, mais c'est très cultivé, lui, il est très cultivé, il connaît plein, plein de choses, je ne peux pas l'affronter dans la discussion, etc. Moi, j'ai la tendance à leur dire, mais c'est pas obligé d'avoir la même culture.
j'admire les personnes qui connaissent physique chimie, mais moi, je me suis jamais intéressée, j'ai jamais compris. En tout cas, c'est pas grave. Actuellement, je suis ouverte d'aller écouter et essayer de comprendre. Quand j'étais dévalorisée sur le fait que je ne comprenais pas et j'idéalisais l'autre, évidemment, la communication s'était fermée. Et c'est ça qui est important qu'on comprenne, que chacun il a sa place. Chacun il a, soit c'est dans l'entreprise, soit c'est dans des liens amicaux, soit c'est dans la famille. Chaque personne il a sa place et chaque personne est tellement différente. Absolument. Le conseil que je donne souvent aux gens qui ressentent ça, je leur dis, la prochaine fois, là, pour y aller par étapes et te respecter, tu peux simplement dire à l'autre, si tu parles à une personne, c'est intéressant ce que j'entends, j'aurais quelque chose à partager. Cependant, je ne voudrais pas paraître, je sais pas, inculte ou je t'avoue que je suis un peu inquiet à l'idée de te partager mon idée parce que je suis pas à ton niveau. Mais est-ce que tu me permets quand même de te la partager? Et souvent, ça rétablit l'équilibre parce que l'autre personne va dire, ben voyons donc, vas-y, exprime-toi, il n'y a pas de niveau là, je veux t'entendre. Et là, ça ouvre. Ça Oui, ouvre. oui, oui. Pour cela, la communication, cher Stéphane, c'est grand chapitre. Oui, exactement. J'aimerais, Eleni, avant qu'on termine ce balado, qu'on donne, qu'on partage, qu'on rappelle quelques trucs. OK? Oui. Alors, tu commencerais cette récapitulation par quoi? Communiquer, c'est s'exprimer. Exprimer, c'est mettre des mots à notre pensée et à nos ressentis. Et comme tu as dit, à, à mon temps, à mon espace, je pose tout ça et je sens avec l'autre. À la fin, je me sens plus enrichie. Ou et j'échange avec l'autre pour que je pose mes limites, mon existence. Et tout ça, c'est le mot, c'est la communication. Et je veux dire que c'est très, très important qu'on comprenne que comme tout dans la vie, la communication aussi, c'est un épanouissement. C'est pas quelque chose qui est statique. Oui, on va apprendre à communiquer, on va comprendre à communiquer mieux, mais moi, je suis persuadée que en s'ouvrant à nous-mêmes, en ayant, reconnaissant notre valeur, apprendre à être avec nous-mêmes et avec l'autre, la communication, ça devient fluide, agréable et libre. Je trouve que c'est Alors, ouais, c'est très bien dit. Tu allais dire alors? oui, alors je vais juste euh, partager que la première chose qu'on a à faire, c'est de nous respecter et en même temps, on respecte l'autre. Et de nous écouter et en même temps, on écoute l'autre. Et de ne pas se Et bousculer et en même temps, oui, on ne bouscule pas l'autre. ça, On se c'est donne de ça. l'espace et on donne de l'espace à la communication. Oui, Ça a été une belle rencontre et je te propose de poursuivre dans d'autres balados ce bel échange sur la communication parce qu'il y a tant avec à dire. plaisir. Ah oui, oui, oui. Il y a tellement de choses à dire. Avec grand plaisir, c'est ça. Merci, Elénie. C'est bien.